Bonjour. Remontons dans le temps jusqu'en 1852 et nous découvrons que les entrées libres dans les magasins n'existaient pas. On était censé acheter en y entrant. Et également, les prix n'étaient ni affichés ni fixés, il fallait encore marchander. Alors bienvenue dans la culture de l'événement et découvrons l'histoire des grands magasins. Et oui, nous allons parler d'une histoire des shops, de boutiques, de magasins, de petits magasins qui vont devenir grands et on va voir comment ils vont pouvoir y arriver. À une époque où nous sommes avec des magasins de nouveautés qui, pour certains, sont spécialisés et d'autres commencent à rassembler la plupart des objets, des articles, de tous ces produits, de dentelles, de broderies, de tissus, de chapeaux, de chaussures, de cannes et d'ombrelles. Arrive à Paris à ce moment-là un jeune commis chapelier. Il est normand, il s'appelle Aristide Boucicaut, il a 24 ans et il est engagé dans un magasin de nouveautés, rue du Bac, au Faubourg Saint-Germain. Nous sommes là avec l'enseigne du Petit Saint-Thomas. Ces employeurs sont à la fois intéressés au développement du commerce avec de nouveaux concepts et lui va s'associer à leurs idées très rapidement, dans le sens où ils vont créer vraiment l'événement avec cette idée de l'entrée libre. L'entrée libre qui permet ainsi d'entrer librement dans un magasin sans être obligé d'acheter. Enfin, à l'époque, il est vrai, quand on entrait dans une boutique, on était censé acheter, sinon on n'entrait pas. Et s'y ajoutent les prix fixes, affichés cette fois, alors qu'on négociait, alors que l'on marchandait, on perdait un temps fou. Donc ils vont créer ce principe de marge bénéficiaire à la fois réduite, permettant dans ces petits bénéfices, en vendant en grande quantité, eh bien, d'accélérer les gains et d'accumuler bien sûr beaucoup plus de profits. Donc l'idée est complètement nouvelle et vont s'y ajouter à la fois les livraisons à domicile gratuites, s'il vous plaît. On peut en plus échanger les articles s'ils ne plaisent pas, si on veut qu'ils soient vraiment repris, et ce qui crée ainsi une facilité, un service supplémentaire. En plus, madame peut essayer dans une cabine d'essayage sa nouvelle toilette, sa nouvelle robe. On va occuper le petit en lui offrant un cadeau, une belle carte en couleur représentant les fables de La Fontaine, ce qui va inciter ainsi les enfants à pousser les parents à revenir dans le magasin. Et les rayons de jouets, les rayons également et les lieux où on va présenter les vêtements d'enfants vont naître à ce moment-là. S'y ajoute un catalogue de vente par correspondance. Quand on a trop de linge qui reste en dépôt ou dans les stocks, notamment le linge de maison, drap et linge de toilette, eh bien, le Petit Saint-Thomas va pouvoir les proposer au mois de janvier à des prix très réduits. Ce sont donc les premiers soldes qui commencent à apparaître. Et au bout de quelques années, eh bien, M. Boucicaut va devenir de plus en plus important avec les frères Vidot, ses employeurs. Ils s'associent véritablement et créent une nouvelle société en prenant la raison sociale, l'enseigne, au bon marché. Et il reste rue du Bac. Et il a de grandes idées, le jeune Boucicaut, puisqu'il veut transformer l'ensemble de l'établissement. Et là, les associés prennent peur. Il quitte le vaisseau et lui va se retrouver seul à bord en tant que vrai chef d'entreprise, devenant le premier grand patron d'un grand magasin. Nous sommes en 1855, le chef de l'État s'appelle Napoléon III, on est en plein boom industriel, on appelle les investisseurs et de nouvelles banques se créent à Paris, et Napoléon III veut répondre à la reine Victoria avec son exposition universelle de Londres en créant la première exposition universelle à Paris. Le palais de l'industrie est construit sur la promenade des Champs-Élysées, là où vous trouvez aujourd'hui le Grand et le Petit Palais, et notre Aristide Boucicaut visite le palais de l'industrie. Et là c'est la découverte, car l'ensemble des centaines d'expositions qui sont dans le même hall, le tout étant ouvert et éclairé avec de grandes ouvertures zénithales, permet d'avoir un maximum de lumière, on est en pleine architecture métallique, et là, l'idée, il va la reprendre, transformer complètement son bon marché en détruisant tout l'ensemble du vieil établissement et construire un édifice neuf. Pour cela, il fait appel à un jeune ingénieur, Gustave Eiffel, complètement inconnu à l'époque, et pour construire ainsi le nouveau grand magasin. Et nous sommes entre la rue de Sèvres, la rue de Babylone et la rue du Bac. Ainsi apparaît vraiment le bon marché avec toute une équipe de vente, une force de vente qu'il va former lui-même, qu'il va inciter vraiment encore à mieux travailler en les commissionnant
sur les ventes, en les intéressant aux bénéfices de l'entreprise à la fin de l'année, en les aidant également en étant mieux nourris, car quand on est bien nourri, eh bien, on travaille mieux. Une cantine d'entreprise est née. Les midinettes, qui sont les jeunes vendeuses, sont aussi logées dans l'établissement, dans les petites chambres qui se trouvent au dernier étage. Les calicots, ce sont les jeunes vendeurs. Il y a une assistance médicale qui leur est fournie, une caisse de retraite est créée, et il ajoute le repos hebdomadaire le dimanche, ce qui n'est pas encore obligatoire selon la loi en France à l'époque. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est multiplié par 25 en l'espace de 20 ans. On veut aussi accueillir une clientèle étrangère, donc le Grand Bon Marché va créer un grand hôtel, le Lutetia, afin d'accueillir ainsi cette clientèle richissime. Mais le Bon Marché est connu à travers le monde, car son catalogue de 1500 produits désormais est vendu sur tous les continents. Et on voit la belle silhouette de la femme parisienne, moderne, élégante, qui va permettre de reconnaître le Bon Marché en tant que lieu de la mode incontournable. Les photographies qui représentent Aristide Boucicaut le montrent avec cette petite bosse-là qu'il a sur la tempe droite. Et c'est lui qui est le premier à posséder cette fameuse bosse du commerce, comme on l'a appelé plus tard. Car lui aussi devient un modèle avec son grand magasin du Bon Marché pour tous les autres grands magasins qui vont s'ouvrir sur la rive droite de Paris, le bazar de l'Hôtel de Ville, BHV, la Belle Jardinière. Un ancien de ses vendeurs, Jules Jaluzeau, eh bien, va créer les grands magasins du printemps. Et une ancienne vendeuse, Louise Jay, qui va s'associer avec Ernest Cognac, crée le grand magasin de la Samaritaine. Et on voit que tous ces grands magasins vont impressionner un jeune journaliste, un romancier, qui est en plein cycle littéraire, les Rougon-Macquart. Il s'appelle Émile Zola. Et il va reprendre l'idée du Bon Marché avec son roman qui célèbre le grand magasin Au bonheur des dames. Ainsi, il va qualifier l'ensemble de ces grands magasins de véritables cathédrales du commerce. Et on voit que le Bon Marché, le tout premier, en tant que véritable événement, eh bien, va apporter toute l'idée de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la société de consommation moderne et surtout avec les commerces de grande distribution. Alors, ce qu'il faut retenir de notre histoire des grands magasins, d'une part, nous sommes sous le règne de Napoléon III, le Second Empire, qui est vraiment très riche en événements. D'autre part, Aristide Boucicaut, qui est l'homme à la bosse du commerce, vraiment le fondateur de tous ces nouveaux concepts, entre l'entrée libre, les prix fixes, les rayonnages, l'ensemble des cabines d'essayage et du catalogue de vente par correspondance, et également relayé par Émile Zola. Le romancier avec son succès et événements littéraires avec son bonheur des dames. Et enfin, le Bon Marché qui vit toujours, il est toujours présent et constitue aujourd'hui l'étendard du groupe LVMH. Donc merci à vous tous de nous avoir écoutés et j'espère à très vite dans la culture de l'événement.